nous allons entamer les travaux de l'après-midi. Cette partie de l'après-midi va durer de 14h30 à 16h. Le sujet des travaux de l'après-midi sont les implications juridiques au plan constitutionnel et administratif. L'un des membres de notre organe constitutif et je tiens à vous avertir que nous allons changer un tout petit peu notre agenda. Nous allons d'abord entendre l'intervention de Mme Bosilka Britvic-Vetma et de M. Marko Turedic, professeur à la faculté de droit de Split. Leur sujet est l'agence de médicaments EMA et l'agence de médicaments croate HALMED et la procédure de validation de mise sur le marché des vaccins en période épidémiologique. Je vous prie, Monsieur Turodic, de commencer maintenant. Merci, merci. Bonjour, chers collègues. Je suis Marko Turodic, professeur à la faculté de droit de Split, et Madame Britvic-Vetma et moi, nous avons préparé l'intervention sur les vaccins, c'est-à-dire sur la mise sur le marché des vaccins. Et voilà quelques éléments introductifs. La pandémie du virus COVID-19 a fait de nombreuses morts, mais elle a également considérablement affecté nos vies, nos sociétés et notre mode de vie. Depuis le début de la pandémie, le plus grand espoir pour la protection de la vie et de la santé a été placé dans le développement de vaccins sains et efficaces. Cependant, l'étape administrative la plus importante qui doit être franchie après le développement du vaccin et la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin. Cette procédure s'applique à tous les médicaments et tous les vaccins utilisés sur le territoire de l'UE, y compris de la République de Croatie, et peuvent durer assez longtemps. Cependant, la pandémie a nécessité une approche différente, c'est-à-dire de concevoir une procédure qui n'affectera pas négativement la partie qualitative de l'autorisation, mais qui sera plus rapide afin que les vaccins puissent être utilisés plus rapidement et que la pandémie puisse être contenue plus rapidement. Les procédures d'approbation des médicaments et des vaccins au niveau européen sont effectuées par l'Agence européenne des médicaments, et je vais parler par la suite de l'EMA, tandis que le même travail au niveau national dans la République de Croatie est effectué par l'Agence des médicaments et des dispositifs médicaux, c'est-à-dire ALMED. Quelques mots sur EMA. L'Agence européenne des médicaments contribue à protéger et à promouvoir la santé humaine et animale en évaluant et en contrôlant les médicaments au sein de l'Union européenne et de l'espace économique européen. L'agence a pour mission principale d'autoriser et de contrôler les médicaments dans l'Union européenne. Les entreprises lui soumettent leur demande d'autorisation de mise sur le marché, qui est délivrée par la Commission européenne. Si elles obtiennent cette autorisation, elles peuvent commercialiser le médicament concerné dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'espace économique européen. L'agence remplit sa mission en facilitant la mise au point de médicaments et l'accès à ceux-ci, en évaluant les demandes d'autorisation de mise sur le marché, en contrôlant la sécurité des médicaments tout au long de leur cycle de vie et en fournissant des informations aux patients et aux professionnels de la santé. Il est important à souligner qu'EMA coopère étroitement avec les autorités nationales de réglementation des pays de l'Union européenne et avec la Direction générale de la santé de la Commission européenne dans le cadre du réseau réglementaire européen des médicaments. Il dialogue également avec les patients, les professionnels de la santé et le monde universitaire. Et finalement, elle coopère avec d'autres agences, notamment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
Quelques mots sur l'agence croate ALMED. L'agence de médicaments et de dispositifs médicaux est une personne morale dotée de prérogatives de puissance publique. Elle a été fondée le 1er octobre 2003 en tant que successeur légal de l'Institut croate pour le contrôle des médicaments et de l'Institut croate pour le contrôle des préparations biologiques immunitaires, mais avec un champ de travail beaucoup plus large. La République de Croatie est le fondateur de l'agence. Le ministère de la Santé contrôle la légalité du travail de l'agence. ALMED exerce des activités liées aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux médicaments homéopathiques ainsi qu'aux produits médicaux vétérinaires conformément aux lois et aux règlements de la République de Croatie. Quelques mots sur le type d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments et vaccins. Seul le médicament dont la mise sur le marché est autorisée par ALMED ou par la Commission européenne peut être commercialisé en République de Croatie. ALMED accorde l'autorisation de mise sur le marché par le biais de la procédure nationale et les procédures européennes communes d'autorisation des médicaments ou la procédure de reconnaissance mutuelle et par la procédure décentralisée, tandis que la Commission européenne accorde des médicaments pour les médicaments centralisés, c'est-à-dire par la procédure des médicaments. Ainsi, dans l'Union européenne, nous distinguons 4 procédures pour l'approbation d'un médicament, y compris les vaccins. On parle de la procédure centralisée, procédure décentralisée, la procédure de reconnaissance mutuelle et la procédure nationale. Voilà quelques mots en détail des procédures déjà indiquées. Procédure centralisée. Dans une procédure centralisée, l'expertise scientifique du dossier du médicament est réalisée par les mains et l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par la Commission européenne et est valable pour tous les États membres de l'Union européenne. Les experts de tous les États membres de l'UE, y compris la République de Croatie, sont inclus dans l'évaluation de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité de chaque médicament à les mains. La procédure centralisée est obligatoire pour tous les médicaments contenant un nouveau principe actif pour traiter le VIH-Sida, du cancer, du diabète, des maladies neurodégénératives, des maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires, maladies virales, médicaments dérivés de procédés biotechnologiques, médicaments de thérapie avancée, thérapie génique, etc. De même, la procédure centralisée est possible mais non obligatoire pour les médicaments qui représentent une innovation thérapeutique, scientifique ou technique significative ou pour l'octroi d'une autorisation dans l'intérêt des patients dans l'UE et pour les médicaments génériques des médicaments autorisés au niveau central. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance mutuelle et la procédure décentralisée, je tiens à dire qu'elle repose sur la reconnaissance mutuelle et acceptation de l'évaluation scientifique professionnelle de la documentation du médicament effectuée par un État membre de l'UE afin de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans tous les États membres où la demande est présentée. La République de Croatie, dans ces procédures, pas participé en tant qu'État de référence. L'État membre de référence qui conduit la procédure et évalue le dossier du médicament ou du pays participant à la procédure, État membre concerné. Un médicament approuvé par l'une de ces deux procédures peut être commercialisé dans la République de Croatie et dans plusieurs États membres de l'UE, en fonction du nombre d'États membres ayant participé à ces procédures. Quelle est la procédure pour la procédure décentralisée? La procédure centralisée est une procédure d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché qui doit être initiée pour les médicaments pour lesquels le futur titulaire de l'autorisation de mise sur le marché souhaite obtenir une autorisation de mise sur le marché en même temps dans plus d'un État membre de l'UE et au moment de la demande n'a pas encore reçu une autorisation de mise sur le marché national de l'État membre et pour laquelle une procédure centralisée n'est pas requise. La procédure décentralisée est engagée
est engagé simultanément dans l'État de référence et dans d'autres États membres partis à la procédure. Le pays de référence sélectionné dans cette procédure évalue le dossier pour la première fois et prépare un rapport d'évaluation et le transmet à tous les pays participants qui peuvent commenter activement le rapport d'évaluation de la qualité, de la sécurité, de l'efficacité et bien sûr décider de l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque pour l'approbation au niveau national. Et la procédure de reconnaissance mutuelle est la procédure d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, initiée pour un médicament, après qu'il a été autorisé par une procédure nationale dans un État membre de l'UE, après quoi le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché souhaite le mettre sur le marché dans plusieurs États membres. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, sur la base du même dossier du médicament déjà autorisé par la procédure nationale, demande l'autorisation de chaque État membre dans lequel il sollicite l'autorisation de ce médicament, y compris l'État membre dans lequel le médicament est autorisé. Le pays de référence est le pays dans lequel le médicament a été déjà autorisé par la procédure nationale et selon le choix du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, d'autres États membres qui participent à la procédure sont inclus dans la procédure de reconnaissance mutuelle. Et la procédure moins intéressante aujourd'hui est la procédure nationale. Il s'agit d'une procédure d'autorisation nationale qui est engagée lorsque la demande ou futur titulaire de l'autorisation a l'intention de mettre le médicament sur le marché dans un seul État membre de l'Union européenne. Après, c'est aperçu des organismes compétents et des procédures qui peuvent être sélectionnées pour la mise sur le marché du médicament. Voilà quelques éléments sur l'approbation du vaccin COVID. Parmi ces types de procédures, la procédure centralisée est la plus couramment utilisée pour autoriser la mise sur le marché d'un vaccin. Dans cette procédure, une expertise est réalisée par l'EMA et l'autorisation de mise sur le marché pour tous les États membres est accordée par la Commission européenne. Cependant, pour les conditions pandémiques que nous avons rencontrées lors du développement du vaccin contre le COVID, il a été nécessaire d'adapter les procédures existantes pour les accélérer sans compromettre le sérieux et la qualité de l'évaluation scientifique de leur efficacité. L'EMA a abordé le problème en créant un groupe de travail sur la pandémie, COVID-ETF, au sein duquel des procédures personnalisées pour l'approbation des vaccins contre le COVID ont été mises en œuvre. Les adaptations de procédures concernent principalement l'accélération du soutien à la recherche et le développement et l'accélération de l'évaluation des procédures d'autorisation et de post-autorisation. En ce qui concerne ce soutien à l'accélération, cela concerne conseils scientifiques rapides. Et grâce à des conseils scientifiques rapides, les fabricants de vaccins peuvent obtenir des instructions et des conseils rapides sur les meilleures méthodes et études de conception pour générer des données sur l'efficacité d'un médicament ou d'un vaccin, sur sa sécurité et le processus de fabrication et de contrôle pour déterminer leur qualité. Dans le contexte du COVID-19, les frais d'avis scientifique ont été supprimés et la procédure a été raccourcie un maximum de 20 jours contre 40 à 70 jours habituels. En ce qui concerne l'accord sur le plan d'investigation pédiatrique et vérification rapide de la conformité, le temps total d'examen du PPI pour le produit COVID-19 a été réduit à 20 jours par rapport aux 120 jours habituels de temps d'examen actif. Ensuite, nous avons l'évaluation accélérée dans les procédures d'autorisation et de post-autorisation, ce qui est la modification la plus intéressante.
on parle de la révision par étapes, la révision continue. Cette procédure, qui est utilisée dans les urgences de santé publique, permet à l'EMA d'évaluer les données pour les médicaments prometteurs par étapes, leur disponibilité. Dans des circonstances normales, toutes les informations requises pour accompagner la demande de commercialisation doivent être soumises au début du processus d'évaluation. Donc, on remet toutes les données. Dans le cas d'un examen d'étape, les rapporteurs sont nommés alors que le développement est toujours en cours et l'EMA examine les données dès qu'elles sont disponibles. Plusieurs cycles d'examen continus peuvent être effectués lors de l'évaluation d'un même produit en fonction de la façon dont les données continuent d'apparaître et chaque cycle peut durer environ 2 semaines selon la quantité des données disponibles. Une fois toutes les données collectées, le fabricant du vaccin soumet une demande formelle de commercialisation à l'EMA qui est ensuite traitée rapidement. En ce qui concerne cette évaluation accélérée, cette procédure permet de réduire le délai d'examen des produits d'un grand intérêt pour la santé publique de 210 jours à moins de 150 jours. En pratique, lorsqu'il existe un besoin urgent de santé publique, les délais d'évaluation seront réduits au strict minimum. Et quelques propos de conclusion. Une approche centralisée de l'approbation des vaccins au niveau de l'Union européenne, en particulier dans le contexte de la pandémie du Covid, n'a de sens car elle facilite et accélère considérablement la mise à disposition des vaccins aux citoyens. Les mesures prises par l'EMA, ensemble avec la Commission européenne, en collaboration avec la Commission européenne, pour accélérer l'analyse des vaccins COVID contre le Covid avant leur mise sur le marché commun, visaient principalement une analyse progressive des données, par opposition à l'analyse habituelle de toutes les données à la fois, et engageant des ressources supplémentaires et en donnant la priorité absolue à l'analyse des vaccins contre le Covid qui ont réussi à raccourcir les délais d'évaluation. Ainsi, les phases nécessaires n'ont pas été exclues du processus d'évaluation, car cela pourrait affecter la santé des gens, mais l'optimisation du processus a été rendue possible par le démarrage plus précoce de l'analyse des données et de la redistribution des ressources disponibles. Je vous remercie de votre attention. Hvala profesoru Turudiću, a sad drugi govornik našeg današnjeg poslijepodneva je Jérôme Michel, državni savjetnik, koji je uz to još i aktivni profesor javnog prava na sveučilištu Paris Descartes i na Institutu političke znanosti u Parizu. Osim toga, on je isto tako profesor prava međunarodnih odnosa na Kairskom sveučilištu. Pored svega toga, on je još i plodan pisac upravo intelektualnog interesa. Izdvojio bih 3 knjige koje mi se čine vrlo zanimljivim i za nas. Prvo je posvećeno François Mauriacu i zove se, naslov je Pravda blaženstava. Drugo, André Malraux, Apokalipsa bratstva, a treće Leon Blum, Pravnik u politici. Danas će nam državni savjetnik Jérôme Michel predstaviti temu javne službe, la fonction publique, i zdravstvene krize, et la crise sanitaire. Jérôme, izvoli. Merci Neven. Bonjour à tous et j'interviens donc cet après-midi en formulant l'espoir que nous puissions nous voir ou nous revoir, parce qu'on se connaît pour part importante d'entre nous déjà, se revoir l'an prochain à Split plutôt qu'à travers des écrans. Et ça me permet d'introduire tout de suite mon sujet qui est consacré aux conséquences juridiques que la crise du Covid-19 a eues sur le droit de la fonction publique et d'une manière plus générale les conséquences sur la fonction publique française à l'épreuve de la crise du Covid-19. Alors, je le dis pour les interprètes, je ne vais pas lire intégralement mon texte, je vais le résumer au mieux, tout en restant fidèle, bien sûr, à ce qui a Neću u été potpunosti préparé. pročitati La tekst. crise sanitaire, la crise du Covid-19 a remis à l'honneur Dakle, les kriza fonctionnaires je
comme les agents de dala l'intérêt général. e, Et certains ponovnu d'entre eux, je crois que c'est važnost vrai javnim aussi en službenicima. Croatie comme en France, ont même U été Hrvatskoj regardés kao i u comme des Francuskoj héros, su applaudis le neki od njih soir se smatraju par les čak, dobili su citoyens en čak assurant le status fonctionnement des services heroja, médicaux, la budući da su sécurité des osigurali familles funkcioniranje et en zdravstvenih trouvant de sustava, nouveaux moyens sigurnost obitelji de i travail, notamment pour pronalazeći faire nove face aux načine za répercussions suočavanje s neviđenim économiques et ekonomskim i sociales društvenim sans précédent, posljedicama tout en étant do sad également le secteur neviđenih privé, les razmjera entreprises, à i survivre. pomažući Ce tvrtkama da constat prežive. vaut pour la France, ce Taj renouvellement de zaključak la fonction vrijedi publique, za de la dimension positive Francusku de la fonction publique vaut pour la France comme pour kao i l'ensemble za d'ailleurs des pays gotovo occidentaux. sve Et je zapadne m'en réfère zemlje. ici à une note de l'OCDE I d'avril želio 2020 bih qui spomenuti relève dopis que dans tous les OECD-a iz pays travnja d'Europe, les fonctions 2020. publiques ont dû koji faire navodi face da à un su se javne défi službe u svim inédit zemljama et Europe morale extraordinaire, znate suočiti inventé s en neviđenim i quelques jours izvanrednim souvent un izazovom, mode de fonctionnement izmisliti način en djelovanja u izvanrednoj situation zdravstvenoj d'urgence situaciji sanitaire pour gérer kako la bi lutte contre le upravljale borbom virus protiv et sa virusa i propagation, njegovog širenja, protéger les zaštitile populations par stanovništvo des mesures jednako tako également neviđenim inédites i et izvanrednim extraordinaires. mjerama. Nous l'avons tous connu en Svi smo to Croatie comme en France, doživjeli le u Francuskoj i u confinement Hrvatskoj, général ou zatvaranje, partiel, le couvre-feu, policijski l'imposition du sat, masque obavezno obligatoire, nošenje le vaccin, maske, mais obavezno également pour cijepljenje, protéger les agents ali publics i eux-mêmes zaštitile contre ce javne même virus službenike od ovog istog par une virusa, réorganisation des reorganizacijom modes načina de leur rada i action et djelovanja, de leur travail, notamment par ce posebno que onim l'on što bi se appellera moglo sans doute, nazvati digitalnom quand on transformacijom, fera le bilan de la période, la conversion koja je numérique, obilježena marquée notamment masovnom par un recours massif au uporabom télétravail rada na et à la daljinu i visioconférence. videokonferencijama. Tout le monde a pu le Svi constater. su to La mogli fonction vidjeti. publique, Javna tout au long de la služba crise, je a tijekom été cijele zdravstvene fortement krize bila pod sollicitée. velikim Il pritiskom. suffit de songer Pomislite notamment, et samo pas seulement, na au secteur public de la santé, le bolnički secteur sektor, hospitalier, mais l'ensemble des ali i services na qui sve étaient chargés službe koje de su préserver zadužene za l'ordre public očuvanje dans cette javnog période là reda encore difficile, ou encore le service public de la ili justice. pak pravosuđe. Alors, sans reprendre tous les chiffres, un sondage U publié en Francuskoj je France par un provedeno jedno institut istraživanje se révèle riche d'enseignements sur koje je la dalo mnoštvo perception que les informacija o fonctionnaires ont percepciji eu de cette državnih période javnih de službenika crise. o ovom neviđenom razdoblju krize. 78% des Njih fonctionnaires ont continué de 78% je travailler nastavilo avec des raditi situations, il est vrai, uz različite différentes selon les okolnosti secteurs. i situacije. 87% U dans la fonction bolničkom publique sustavu hospitalière ostalo je sont aktivno restés en activité. 87% zaposlenika 82% naspram pour les services de l'État 82% et u enfin javnoj državnoj 70% službi dans i la fonction publique 70% u territoriale. teritorijalnoj Le državnoj službi. télétravail est devenu le mode Rad na dominant pendant daljinu la postao je période dominantan d'état način d'urgence, le mode aktivnosti. dominant d'activité. 42% des agents 42% publics ont travaillé službenika chez eux, radilo je od kuće, contre 34% usporedi qui s se sont rendus sur leur lieu de 34% travail. onih koji su otišli na svoje radno mjesto. Le télétravail a Rad na été daljinu globalement bi considéré comme une expérience positive smatrao par se 70% pozitivnim des iskustvom fonctionnaires za interrogés. 73% javnih Étrangement, službenika. mais peut-être n'est-ce pas si étrange que cela, malgré les Čudno, a možda i ne incertitudes liées au toliko. virus, 73% des agents de la fonction publique déclarent avoir bien 73% vécu je reklo da la su dobro situation imposée par obavili la svoje crise. zadatke. 73% se disent fiers de leur mission et 3% ih je 72% reklo da ont eu le su sentiment d'avoir ponosni na été svoj utiles. posao, a Utile dans 72% la imaju gestion osjećaj da de la su crise. bili En revanche, korisni. vis-à-vis de la société, Međutim, vis-à-vis des citoyens en général, osjećaj nije seuls samo ono 37% zadovoljstva. se sont sentis Naime, reconnus par la 37% se société et osjeća 31% priznatim od strane valorisés. društva, Donc ça donne a samo une image un peu 31% contrastée cijenjenim. Dakle, imamo d'une kontrast satisfaction des zadovoljstva fonctionnaires vis-à-vis d'eux-mêmes et au javnih contraire službenika, državnih službenika d'un sentiment de obavljanjem vlastitog non-reconnaissance, posla, a s druge strane insuffisante vis-à-vis de la nedovoljno société priznatost od au regard strane des efforts društva, s obzirom Alors, na napore koje su aujourd'hui, uložili. la crise, en tout Danas, cas, nous l'espérons et nous i bar supplions, se la nadamo crise i est molimo derrière se nous, da je sauf à kriza ce que gotova les i da je événements iza récents nas, nous fassent connaître une nouvelle vague
du coronavirus. La Naravno, crise est sad smo derrière nous, on peut izloženi l'espérer, novom et l'heure valu, est peut-être déjà ali au bilan. nadamo se Le da sad bilan est le možemo suivant. La podvući fonction publique, en crtu. tout cas en France, Kakav mais je je crois rezultat aussi en Croatie, svega toga? a tenu le choc Možemo et elle reći a da je contribué javni sektor i državni sektor à da la je lutte contre le virus en preživio i protégeant la doprinio u population. borbi protiv Elle s'est virusa i adaptée zaštiti aux stanovništva. nécessités imposées par Državne la službe crise. su se Et mon propos ici est de donner prilagodile quelques indications sur les okolnostima conséquences i juridiques de la crise koje su sanitaire sur posljedice, le droit de la pravne fonction publique. posljedice na Je crois que ces javno pravo, conséquences peuvent être pravo javnih synthétisées, službi. résumées par deux séries de Vjerujem da se considérations. te posljedice mogu Première sažeti série de pomoću dva niza considérations. općih C'est razmatranja. la fonction Prvi publique a su s'adapter très je da rapidement vrlo brza aux contraintes prilagodba sanitaires, zdravstvenim aux ograničenjima, contraintes sanitaires, važnih au pravila regard des règles koja concernant se les tiču agents publics. državnih En France, c'est službenika. l'article U 11 de la Francuskoj je loi du člankom 23 mars 11 2020 zakona déclarant l'état 20.290 d'urgence o qui a izvanrednom autorisé le stanju u gouvernement borbi à protiv prendre epidemije, vlada par ovlaštena da ordonnance, qui est tijekom prévu à l'article 38 de la Constitution de 1958, 3 à prendre par mjeseca ordonnance des mesures relevant du donosi domaine de la naloge loi pod uvjetima predviđenim u članku pour faire 38 face à Ustava, l'épidémie. Et razne dès mjere les koje premiers spadaju u jours djelokrug de la zakona crise, i od prvog dana la pandémie krize, de Covid-19 a bouleversé les activités et les espaces de odnosno travail des agents COVID publics. je Comme le dit unio d'ailleurs la note neredu de l'OCDE que j'évoquais i déjà, otežao le obavljanje secteur svakodnevnog public est posla devenu, je cite, i gotovo accidentellement agile preko avec de noći javni nouvelles sektor je procédures, postao de nouveaux slučajno protocoles agilan de s novim télétravail, procedurama un i novim raccourcissement des protokolima règles, za rad na des délais, daljinu, pardon, kraćim de vremenom recrutement et des programmes zapošljavanja i d'accélération des programima mobilités ubrzanja mobilnosti élaborés à une koji su vitesse se razvili inédite. brzinom Dès bez le début de la presedana. crise, au mois de mars Od početka 2020, krize u ožujku d'importants 2020. aménagements ont izvršene été su velike apportés prilagodbe au temps de sustava travail des radnog vremena fonctionnaires, tandis que le i télétravail dopusta, a pris dok je rad na daljinu dans des délais zauzeo značajno mjesto extrêmement courts en réalité, kako bi une place se considérable pour osigurao assurer la continuité du service kontinuitet public. usluga. Quelques exemples. Neki primjeri su Quelques sljedeći. exemples. Une ordonnance a été prise Na dès le primjer, 15 avril 2020 od relative à la prise de 15. jours travnja de congé rješenje je de la doneseno part des koje se fonctionnaires odnosi na skraćeno radno vrijeme ili dane odmora u državnoj službi L'ordonnance a imposé i to je aux rješenje fonctionnaires, autrement dit, a nametnulo imposé aux employeurs publics, zaposlenicima državnih aux službi fonctionnaires donc de prendre des jours de congé da uzimaju obligatoires slobodne pendant dane les périodes fixées par tijekom l'ordonnance, afin d'éviter perioda que koje les je fonctionnaires odredila prennent leurs služba, vacances, prennent leurs congés comme bon leur semble. jer do tad su mogli uzimati godišnji odmor kad su htjeli. Dakle, na ovaj način država htjela osigurati kontinuitet usluga, a oni koji nisu imali slobodnih dana ili koji su potrošili godišnji odmor, ti su se sati odbijali od sljedećeg zalihe dana za godišnji odmor. Zatim je primjer rad na daljinu, ponovno rješenje od 15. travnja 2020. Određeno je tim rješenjem petodnevni odmor službenicama koji rade na daljinu. Zatim La règle qu'on appelle en France la règle du jour de carence, dan čekanja, jour de carence, dan čekanja, qui impose aux fonctionnaires, koji nameće državnim službenicima, qui impose aux fonctionnaires, comment dirais-je, je dis bêtise, qui ne rémunère pas le premier jour d'un congé maladie, ce jour de carence a été suspendu pendant la durée de l'état d'urgence. državnim službenicima. To je pravilo obustavljeno tijekom izvanrednog stanja. Dakle, nakon uvođenja izvanrednog stanja, zaposlenici državnih službi mogli su odmah dobiti pravna rješenja kako bi
les bouleversements apportés par la crise sanitaire dans le riješili ti fonctionnement de la fonction poremećaji u publique. javnoj službi De koje la je même manière, poremetila c'est la zdravstvena seconde kriza. série de considérations I dans to des nas dovede délais do et drugog, dans des conditions drugih pravnih inédites. posljedica, a to je reorganizacija Les services ont dû se réorganiser službi afin i d'assurer la administracije continuité du kako bi service. se osigurao La crise kontinuitet a usluge. assurément affecté le fonctionnement Kriza je des instances zasigurno collégiales. utjecala na rad Et l'urgence kolegijalnih tijela. sanitaire a justifié des mesures Hitno qui zdravstveno ont dérogé stanje aux règles opravdalo de je droit niz commun mjera du koje dialogue odstupaju općih social, pravila socijalnog notamment dijaloga u la javnoj službi. possibilité de Osobito se réunir, ovdje radi de o réunir les sastancima réunions des commissions administratives paritaires qui gèrent les zajedničkih problèmes upravnih individuels des odbora. fonctionnaires ou les Radi comités se o techniques tijelu qui gèrent socijalnog les dijaloga questions relatives aux conditions de vezano travail, za radne ont pu uvjete. se réunir en conférence Dakle, omogućeno je audiovisuelle da se ou à oni défaut sastaju putem par video voie téléphonique, konferencije, sous réserve ako to nije moguće que soient telefonom, réunies des pod conditions uvjetom da je tehnički permettant d'assurer la moguće confidentialité organizirati tijekom cijele de ces sjednice réunions. On a poštivanje même pravila prévu pendant cette utvrđenih na même période početku d'état d'urgence sjednice. que Nadalje, des commissions de tijekom discipline, autrement dit chargées tog de perioda réprimer su des se manquements također dont les fonctionnaires održavale peuvent i se rendre disciplinske coupables, komisije, que des disciplinski réunions postupci. de disciplinaires puissent être tenues à distance sous Na réserve daljinu, de l'accord uz express du uvjet fonctionnaire da concerné postoji et sous izričiti réserve pristanak que le dotičnog secret du vote službenika soit i uz garanti uvjet da je tajnost lorsque le vote glasovanja a lieu à zajamčena bulletin secret. kada se glasa L'impact de tajno. la crise sanitaire s'est aussi No, traduit utjecaj par des mesures d'adaptation. zdravstvene krize također rezultirao mjerama Ainsi, par prilagodbe exemple, kojima se jača pendant la statutarni crise okvir javne sanitaire, službe. le Tako, na recrutement primjer, des fonctionnaires, tijekom notamment zdravstvene par voie krize de zapošljavanje concours, putem n'a pas natječaja za été pristup suspendu. državnoj službi En nije revanche, les obustavljeno. conditions dans lesquelles les Zakon concours o ont eu izvanrednim lieu situacijama ont été aménagés. Et ovlastio ainsi, je vladu une ordonnance du 27 mars 2020, te je autrement dit, doneseno 4 jours rješenje après le déclenchement de l'état d'urgence 27.3., odnosno sanitaire, 4 dana a nakon prévu proglašenja tout au izvanrednog long de l'année stanja 2020 i tim rješenjem je l'adaptation des voies predviđeno d'accès da des tijekom concours, 2020. des voies godine d'accès au corps de se fonctionnaires dont zapošljavanje le déroulement prilagodi, était affecté par odnosno da se l'épidémie de prilagođavaju Covid-19, soit que les sastavi concours avaient tijela, commencé, odnosno da se soit qu'ils natječaji allaient commencer prilagođavaju au glede cours du printemps 2020. Ces različitih mesures exceptionnelles vrsta étaient poslova. nécessaires, I te su assurément là iznimne aussi, mjere bile pour nužne kako offrir bi se des ponudila garanties jamstva permettant d'assurer za l'égalité osiguranje de jednakog traitement et la postupanja lutte contre i la borbe fraude aux protiv examens ou aux prijevara concours za pour pristup l'accès javnoj à la službi fonction publique, i ainsi que la continuité et pravosuđu, kao i l'organisation des voies kontinuitet d'accès à la fonction organizacije publique. zapošljavanja u Et državnoj službi. notamment, on a autorisé ce qui était inédit dans le droit de la fonction Ono publique, što on je a autorisé dotad bilo la nečuveno possibilité jest da je dopuštena mogućnost d'organiser des épreuves organizacija écrites natječaja, ou orales, écrites ou ispita orales, à usmenih ili distance, pismenih par na voie de daljinu visioconférence, putem videokonferencije là ili čak encore en audio veillant konferencije à ce uz que jamstvo soient da se respectées osigura les garanties jednako permettant postupanje d'assurer l'égalité des candidats au prema concours ainsi que la kandidatima, lutte contre te da se la osigura fraude. Et des borba protiv jurys ont pu prijevara. ainsi se Dakle, réunir na taj par način voie povjerenstva su par se voie mogla de okupljati visioconférence. uz pomoć La crise sanitaire a videokonferencije. également eu des conséquences sur la gestion des carrières des Zdravstvena agents kriza je publics također pendant la utjecala durée de la na crise karijere sanitaire. državnih Notamment, službenika. et c'était un peu prévisible, notamment en matière de Posebice se to revalorisation, vidjelo d'augmentation des salaires, des kod traitements povišica et des indemnités i pour dodataka compenser et kako récompenser bi aussi se d'ailleurs l'engagement nagradio exceptionnel de certaines izniman catégories d'agents angažman dans la pojedinih fonction publique. Et kategorija à titre zaposlenika principal, triju javnih ici, službi. la fonction publique hospitalière, Osobito se tu qui a vu tout misli na récemment par un zaposlenike protocole bolničkih d'accord, državnih on parle službi, beaucoup en France, le protocole gdje Ségur de la santé, qui a prévu une revalorisation, une protokol hausse Ségur des rémunérations predviđa pour stvaranje l'ensemble des agents dodatnog publics travaillant indeksa dans le secteur na hospitalier. plaće u Et korist puis niza enfin, bolničkih dernier point zaposlenika. au titre de ces I adaptations, na posljedku, što se tiče tih prilagodbi, l'État a pu compter država je sur
l'engagement de bénévoles qui ont été računala također na regroupés angažman notamment dans ce qu'on appelle en France la volontera réserve sanitaire. koje Un peu sur un nazivamo modèle zdravstvena militaire où on a des pričuva, réservistes qui viennent éventuellement nešto kao u vojsci en kad complément imamo des forces actives. Nous rezerviste avons la koji réserve pomažu sanitaire qui vojne permet, en cas snage, de imamo crise, i et c'était le rezerviste cas, koji qui permettent pomažu de faire pričuvne appel à des profesionalce, professionnels bénévoles de tous les métiers de dobrovoljce santé, u salariés, različitim zdravstvenim libéraux, profesijama agents publics, koji su étudiants, također uskočili da retraités, qui pomognu, ont dakle signé un contrat zaposlenici, d'engagement et qui ont pu slobodnjaci, permettre de javni renforcer službenici, studenti, les umirovljenici i publics svi auprès oni des su hôpitaux. mogli Donc biti voilà quelques nagrađeni za exemples svoj doprinos. d'une Dakle, réactivité vidimo primjere inédite reaktivnosti en quelque sorte dotad pour faire face aux neviđene bouleversements que kako la bi crise se sanitaire a riješili apportés poremećaj et koje je qui a montré que le kriza droit de la fonction proizvela u publique, sustavu contraint et forcé, državne uprave pouvait être à la fois i réactif et plastique en quelque sorte, na taj način dans la je mesure, taj sustav učinjen dans la mesure de ses reaktivnim moyens. i Alors, plastičnim s dernier obzirom na point que je potrebe. voulais I évoquer zadnja točka aujourd'hui à koju titre bih de želio réflexion, c'est naglasiti quel sera le bilan, quelles seront au su fond les zaključci, conséquences odnosno durables koje de la su crise dugoročne sur la posljedice fonction publique. krize na zakon o državnoj Et je službi. voudrais rapidement ici livrer quelques éléments d'un inventaire de ces Dakle, conséquences, car je sada crois ću qu'il y aura un pobrojati héritage de la crise du Covid-19 koje sur les će modes biti de travail nasljeđe de la fonction tih publique et le fonctionnement des services. aktivnosti. Najviše se Alors, radi o on pense načinu rada. tous, évidemment, ici, Očito au razmišljamo recours o presque sada banalisé aujourd'hui au uobičajenom télétravail. Et pribjegavanju au radu fond, na daljinu. ces journées juridiques franco-croates ne dérogent pas I à la règle puisqu'elles sont vidimo da organisées là i aussi en visioconférence. ova naša Le konferencija télétravail qui va također faire l'objet se odvija na prochainement d'un daljinu encadrement juridique i nouveau da pour rad na tenir daljinu compte des će leçons de la uskoro crise. morati biti On predmet pense à la obnovljenog pravnog visioconférence, okvira aux kako gains bi qu'elle se représente en uvažile termes pouke iz de krize. mobilisation des agents, de flexibilité, de temps de Mislimo na trajet korištenje épargné. videokonferencije i koristi koje ne nude u De la smislu même manière, mobilizacije autre službenika, phénomène fleksibilnosti i nouveau, ušteda. héritage de la crise, Imamo i druge et l'essor, le primjere. développement de la soft law en droit de la fonction Imamo publique, na primjer dans un domaine où uspon jusqu'alors fleksibilnog la soft prava, law était mekog peu prava, utilisée. koji je inspiriran Culturellement, radnim pravom u la fonction privatnom publique était sektoru. plutôt rétive à ce mode de régulation. Mais désormais, Do sad smo bili on a suzdržani vu u vezi tog apparaître radnog prava, des ali smo procédures vidjeli relevant de la soft law, du vezano droit souple, uz et qui ont postupke investi mekog la fonction prava publique. Alors, da su oni dans mon intervention écrite, također j'avais plusieurs se exemples. Je preuzimaju n'en prendrai u ici qu'un seul. javnoj službi. Imamo dva primjera koja to dokazuju. Qu'un seul qui résulte d'un Jedan protocole, rezultat protokola qui a été adopté à la fois pour le secteur usvojenog privé et pour les za secteurs publics privatni i javni concernant sektor la prise des vezano repas za seuls en prehranu restauration u collective pendant la kolektivnim durée de la crise restoranima, u sanitaire. poduzećima Ça za ne s'est pas fait par vrijeme un décret, sanitarne ça ne s'est pas fait zdravstvene par une loi, krize. mais par un simple protocole Dakle, to qui nije recommandait riješeno un certain zakonom nombre ili de rješenjem, već comportements. protokolom koji preporuča Certains niz auteurs načina en France ponašanja. Drugi considèrent que slučaj la se crise odnosi sanitaire a été l'occasion d'un rapprochement entre le droit dakle, du travail, le droit du došlo je secteur privé do et le približavanja droit de la fonction publique. On appelle ça là, zakona d'un o mot, radu državnih mot službenika un peu i barbare, zakona la o radu. travaillisation, alors je ne sais pas si on peut le traduire en Neki croate, la autori to travaillisation du nazivaju droit de la fonction, standardizacijom, de la odnosno fonction publique. francuski Cette travaillisation travaillisation, zakona en o réalité, državnim c'est une službenicima. banalisation U du stvari droit radi se de la o nekoj fonction vrsti publique, une absorption banalizacije du državne droit de la službe, fonction publique par le droit apsorpcije travail. privatnog Il est clair que l'on prava peut u repérer državno pravo. des effets d'application Apsorpcija zakona o temporaire državnoj službi od strane zakona o radu. dans le droit de la fonction publique de règles que l'on connaît Radi déjà se o dans le droit du uključivanju u travail. zakon o državnoj službi, o odredbi On zakona peut le o constater, radu. en effet, I možemo mais zaključiti, il est encore trop tôt, je crois, iako pour en možda je tirer prerano des conséquences da sur
donesimo zaključak o nestanku zakona ili prava o državnoj službi. Međutim, važno je reći da taj zakon i to pravo je za sad još uvijek autonomno, odnosno neovisno o zakonu o radu, ali vrijeme će pokazati hoće li zdravstvena kriza biti odlučujući čimbenik u budućoj uspostavi zakona o javnom zapošljavanju ili zapošljavanju u državnom sektoru, vezano za videokonferencije, slobodne dane i tako dalje, na koji će način kriza doprinijeti u približavanju ta dva zakona. Evo ukratko rezime prilagodbi državnih službi zdravstvenoj krizi te posljedica koje državna kriza imala na državnu službu. Nous allons commencer par l'intervention d'Alan Raiko, juge au tribunal administratif de Rijeka, maître de conférence de la faculté de droit de Rijeka, membre international du réseau des juges et professeurs. Nous allons entendre l'intervention sur les principes généraux de procédure administrative et du contentieux administratif croate relatif à l'état d'urgence. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tout le monde de Rijeka. J'ai préparé une présentation. Vous la verrez bientôt. J'espère que vous la voyez. Avant tout, je vous remercie. Je remercie tout le monde ayant contribué à l'organisation des journées ayant lieu maintenant. Aucune forme formelle d'état d'urgence n'a été déclarée en Croatie en aucun moment de l'épidémie. Par conséquent, le terme de situation d'urgence dans cette présentation fait référence à des éléments de la situation factuelle et non à des notions juridiques officiellement activées. Il existe deux principales lois procédurales dans le domaine du droit administratif en Croatie. D'abord, la loi sur la procédure administrative générale et la loi sur le contentieux administratif. Sur la diapositive, vous pouvez voir leurs abréviations qui seront utilisées dans la suite de la présentation. La première loi est appliquée dans les procédures devant les autorités administratives et la seconde devant les tribunaux administratifs dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs et d'autres actions administratives. Ces lois ne contiennent pas de dispositions spéciales applicables uniquement dans des situations d'urgence à plus grande échelle, mais comportent plusieurs dispositions prévues pour des situations particulières non conventionnelles. Ces dispositions sont bien entendu d'autant plus applicables dans des situations telles que l'épidémie et d'autres catastrophes majeures, mais uniquement pour traiter des questions administratives spécifiques. Aucune des dispositions analysées ne donne le pouvoir d'adopter des actes réglementaires ou de mesures à caractère général, mais ne peuvent être appliquées que dans le cadre d'une procédure administrative spécifique. Avant de passer à la présentation des dispositions individuelles de la loi sur la procédure administrative envisagées pour la prise de mesures et d'actions d'urgence, il convient de garder à l'esprit que ces dispositions peuvent être combinées. Cela s'applique à diverses dispositions au sein de la loi sur la procédure administrative, mais aussi à la combinaison des normes de la loi sur la procédure administrative avec les dispositions des lois sectorielles spéciales. Concernant l'épidémie, un exemple d'une telle réglementation est la loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses. Il ne s'agit toutefois que d'une série de lois spéciales qui contiennent également des dispositions procédurales sur les mesures d'urgence. En revanche, pour l'application des dispositions de la loi sur la procédure administrative, il n'est pas nécessaire qu'elles aient une contrepartie dans une loi spéciale applicable
à la circonscription administrative en question. Les normes de la loi sur la procédure administrative forment la base de l'action indépendante de l'organisme de droit public, c'est-à-dire des autorités administratives. Selon la nature des choses, les dispositions que nous examinerons sont principalement destinées à l'adoption d'actes onéreux qui déterminent les obligations, les interdictions, etc. aux destinataires des normes juridiques. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative peuvent être divisées en deux types. Le type 1 se compose de deux éléments. D'abord, des critères tels que la nécessité, l'urgence de mise en œuvre des mesures envisagées. Deuxièmement, des biens qui sont protégés en prenant ces mesures. Ces biens ne sont pas définis de manière égale dans toutes les dispositions. Pourtant, au fond, ils englobent des éléments essentiels d'intérêt public, comme par exemple ordre public, sécurité, vie et santé humaine, bien de plus grande valeur. Dans le même temps, on ne peut pas leur refuser l'élément de protection des intérêts privés, notamment en ce qui concerne la protection de la santé humaine et des biens. En fin de la présentation orale, la formulation des hypothèses pertinentes ne sera pas citée séparément pour chacune des dispositions considérées. Les conditions préalables à l'application de mesures de type 2 sont prescrites de manière moins stricte, elles sont plus larges. Ce sont par exemple des raisons particulièrement importantes, c'est-à-dire prendre les mesures d'urgence nécessaires. Les formulations juridiques traitent généralement de normes juridiques générales. Ce genre de matière est difficile à réguler avec plus de précision. Les dispositions des deux types ont en commun de représenter des écarts par rapport aux solutions de procédure standard. Ce sont des exceptions aux règles générales. Voyons maintenant les dispositions de la procédure administrative qui entrent dans le type 1. Entre parenthèses se trouve l'article correspondant à la loi sur la procédure administrative. La première concerne une base spéciale pour la résolution immédiate d'une question administrative sans procéder à une procédure enquête. Elle ne s'applique aux procédures administratives engagées d'office qui constituent la variante la plus courante des mesures et actions d'urgence. Une condition supplémentaire est prescrite pour l'application de cette disposition qui écarte également le principe d'établissement de la vérité matérielle. Les faits déterminants n'ont pas à être établis, mais il suffit qu'ils soient rendus probables. La disposition suivante précise quand la décision, c'est-à-dire un acte administratif, au lieu d'être écrit, ou écrite peut être prise oralement. La partie doit être informée qu'elle a le droit de demander la remise ou la notification ultérieure de la décision par écrit. La notification ultérieure de la remise peut être prescrite par une loi spéciale et peut être déterminée par un agent fonctionnaire. La décision écrite doit être remise à la partie dans les 8 jours. Cela ne doit pas être assimilé à une forme plus simple de prise de décision favorable sous la forme d'une note officielle de l'article 99 de la loi sur la procédure administrative. La disposition de la loi sur la procédure administrative sur la décision orale est une norme complémentaire de cette loi sur l'exécution urgente de la décision orale. Le type 1 comprend également le pouvoir d'un organisme de droit public de déterminer que, dans le cas en question, un recours formé contre une décision de première instance n'a pas d'effet suspensif avec une explication détaillée d'une telle décision. À savoir, un recours en règle générale a un effet suspensif, sauf en ce qui concerne les types d'affaires pour lesquelles une loi spéciale stipule qu'elles n'ont pas cet effet. Cependant, il n'y a pas d'exception prévue par une loi spéciale, mais il s'agit d'un pouvoir indépendant de l'autorité administrative. Enfin, la disposition de type 1 réglemente également le pouvoir de l'autorité de désigner, uniquement pour une action spécifique, un représentant temporaire à une partie qui ne peut participer à l'exécution de l'action.
Il existe deux dispositions de la loi sur la procédure administrative de type 2 avec des hypothèses d'application plus larges. La première autorise la dérogation à la règle générale selon laquelle la notification des actes se fait les jours ouvrables de 8 à 22 heures. La dérogation de la seconde disposition de la rigueur des règles de compétence territoriale en donnant le pouvoir à l'autorité effectivement compétente pour agir en dehors du domaine de sa compétence territoriale. Ceci est différent de fournir une aide juridictionnelle à la demande d'une autre autorité. Ici, l'autorité territorialement incompétente agit de sa propre initiative avec notification ultérieure à l'autorité compétente. Une partie des mesures d'urgence prévues par la loi substantielle implique l'application du pouvoir discrétionnaire, là où il est possible de choisir entre plusieurs mesures dans la fourchette prescrite, conformément à la finalité du pouvoir discrétionnaire. Ensuite, l'individualisation de la prise de décision devient importante, ainsi que l'étalonnage correct et ciblé de la mesure, ainsi qu'une explication ou motivation valable du choix spécifique. Le principe de proportionnalité dans la protection des droits des parties et de l'intérêt public issu de l'article 6 de la loi sur la procédure administrative est étroitement lié à l'application du pouvoir discrétionnaire. Dans le cas de solutions onéreuses, le paragraphe 2 de cet article est particulièrement important qui règle le sous-principe de moindre difficulté. Le chapitre de la loi sur la procédure administrative consacré à l'exécution forcée contient des dispositions supplémentaires liées à la présentation intérieure, telles que des dispositions sur la modalité d'exécution d'une obligation non pécuniaire, la dérogation à la règle selon laquelle l'exécution s'effectue pendant un jour ouvrable, la proportionnalité dans l'exécution, la procédure à l'exécution urgente déjà mentionnée d'une décision orale. Passons maintenant au contentieux. Contrairement à la loi sur la procédure administrative, la loi sur le contentieux administratif n'a pas de dispositions particulières relatives aux urgences, à l'exception de deux mesures préventives générales, l'effet suspensif de l'action en justice et la mesure provisoire. À cela, dans un contentieux administratif objectif, appréciation de la légalité des actes réglementaires par la Haute Cour administrative, s'ajoute le pouvoir général de la Cour de suspendre l'exécution de l'acte réglementaire contesté jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu. Contrairement à d'autres pays comme la Slovénie, aucune loi n'a été adoptée en Croatie qui, en raison du déclenchement de l'épidémie, prolonge les délais de procédure dans les procédures judiciaires ou juridictionnelles. Cependant, dans un contentieux administratif, la légalité de mesures d'urgence appliquées dans la procédure administrative est appréciée. Seuls quelques brefs indices à cet égard. Contrairement à d'autres pays, comme par exemple la Slovénie, aucune loi n'a été adoptée en Croatie qui, en raison du déclenchement de l'épidémie, prolonge les délais de procédure dans les procédures juridictionnelles. Il y avait quelques dispositions dans les lois en matière des lois de droit civil ou de l'exécution en matière civile ou de la procédure de l'insolvabilité où certains délais ont été interrompus, mais en matière de droit administratif, on n'a pas eu ce type de disposition. Cependant, dans un contentieux administratif, la légalité des mesures d'urgence appliquées dans la procédure administrative est appréciée. Seuls quelques brefs indices à cet égard. Si l'appel dans la procédure administrative ne suspend pas l'exécution de la décision, le contentieux administratif ne peut accorder le sursis à l'exécution de la décision contestée en déterminant l'effet suspensif du recours. Le caractère urgent d'une affaire particulière n'est pas en soi une raison pour rendre un jugement sans audience. À cet égard, les règles générales de règlement d'un contentieux sans audience s'appliquent. Dans la pratique, un jugement est généralement rendu sans audience lorsque les faits ne sont pas contestés, mais uniquement l'application du droit et que les parties n'ont pas explicitement demandé une audience. Lors de la prise de soi-disant décision en série, d'un certain nombre d'affaires connexes, l'application d'un contentieux modèle peut être envisagée. Cela signifie qu'une affaire est réglée en tant que contentieux modèle et que la décision passée en force de choses jugées est prise dans cette affaire
constitue la base du règlement des affaires connexes. Par ailleurs, le fait qu'un acte administratif spécifique ait été exécuté avant l'ouverture du contentieux, ce qui est souvent le cas des mesures d'urgence, ne signifie pas que la partie n'a pas d'intérêt juridique à engager un contentieux administratif. À la fin de ces diapositives, nous sommes à nouveau sur le pouvoir discrétionnaire. Le tribunal administratif n'a pas le pouvoir de mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire à la place d'un organisme de droit public, mais il a le pouvoir d'apprécier si un pouvoir discrétionnaire a été exercé dans le cadre de son mandat légal et s'il a été exercé conformément avec la finalité du pouvoir discrétionnaire. Les choses les plus importantes, on a entendu du ministre de la Justice et de l'administration publique. Par les modifications apportées à la loi sur le contentieux administratif, qui sont entrées en vigueur le mois dernier, ont été créées les conditions normatives préalables à l'introduction de l'audience à distance et de la communication électronique dans ce type de procédure judiciaire également. Ces outils sont bien sûr utiles non seulement dans les circonstances d'une épidémie, mais aussi dans une situation régulière. La communication électronique fonctionne dans les deux sens, des parties envers les juridictions et vice-versa. Pour les acteurs professionnels tels que les avocats et les organismes de droit public, la communication est à la fois obligatoire et facultative pour les autres parties. Avant de commencer à mettre en œuvre la communication électronique, il est nécessaire d'adopter un règlement de mise en œuvre et d'assurer les conditions techniques dans la justice administrative. Selon les informations disponibles, le début de la mise en œuvre pratique est prévu au début du 1er janvier de l'année prochaine. C'est tout de ma part. Je vous remercie de votre attention. Je remercie M. Allen Araiko et je voudrais annoncer quatrième intervenant de l'après-midi. C'est le professeur Frane Stanicic, professeur à la faculté de droit de Zagreb, qui va nous parler des aspects constitutionnels et administratifs de la limitation du droit au rassemblement public dans le contexte épidémiologique. Je vous en prie, monsieur Stanicic. Chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs et en particulier le professeur agrégé Bosilka Britvic-Vetma pour l'invitation, ce qui, malgré les circonstances qui ne sont pas ce que nous souhaitons tous, n'ont pas permis que la tradition se termine. Ce sont les 15e journées juridiques et administratives croato-françaises et les autres que nous célébrons et les deuxièmes que nous célébrons dans des conditions de grande restriction. Des restrictions qui s'appliquent à certains droits fondamentaux, droits que nous tenons tous pour acquis. Ce sont des restrictions qui affectent presque toutes les sphères de notre vie, travail, la vie privée, entreprise. Et ma tâche aujourd'hui est de dire quelque chose sur les aspects constitutionnels et administratifs de la restriction du droit de réunion publique dont nous sommes tous conscients. La pandémie a provoqué, tant en République de Croatie que dans d'autres pays, un phénomène appelé confinement. Ce phénomène a été mis en œuvre sous une forme plus stricte dans certains pays et sous une forme plus douce dans d'autres pays. Cependant, dans toutes ces manifestations, il comportait des restrictions importantes et une interdiction totale des rassemblements publics. Nous savons tous qu'il s'agit d'un droit garanti par la Constitution qui ne subit des restrictions qu'exceptionnellement. Par conséquent, il est nécessaire, tout d'abord, avant d'examiner les manières dont le droit de réunion publique a été limité dans notre pays, de clarifier la portée de la protection constitutionnelle et administrative du droit de réunion publique dans notre droit. En tant que l'un des droits et libertés fondamentaux, le droit de réunion est garanti par un certain nombre de documents juridiques internationaux et de constitutions nationales. Elle peut être un outil très efficace dans des situations d'opposition ouverte à la politique de l'État, mais elle doit aussi, avant tout, être considérée comme l'un des droits et des libertés fondamentaux de l'homme qui sert, à juste titre, à conduire un certain débat public articulé démocratiquement. Dans notre système juridique, le droit de réunion est un droit garanti par la Constitution, dans l'article 42. Tout le monde a le droit de se réunir
de se réunir en public et de manifester pacifiquement conformément à la loi. C'est l'un des droits fondamentaux de l'homme et une condition du fonctionnement d'un système politique démocratique. Les individus ont le droit de se réunir et d'exprimer leurs opinions par des manifestations, des discours, des rassemblements, des débats publics, voire des manifestations, mais à condition que ces rassemblements se tiennent dans le respect de l'ordre public et de la sécurité générale des personnes et des biens. Garantir l'ordre et la paix publique, c'est-à-dire la tolérance entre les détracteurs politiques, est également la question la plus sensible concernant la garantie du droit de réunion publique et de manifestation publique, notamment en ce qui concerne la possibilité d'une interdiction préalable de réunion afin d'empêcher d'éventuelles émeutes. Puisqu'il s'agit d'un droit garanti par la Constitution, son élaboration dans la catégorie de la loi organique est également garantie, c'est-à-dire une loi votée à la majorité qualifiée de tous les députés. En outre, ce droit est garanti par la Convention européenne et son article 11 qui prescrit le droit à la liberté de réunion pacifique et interdit les restrictions à l'exercice de ce droit. Autre que celle prescrite par la loi est nécessaire dans une société démocratique pour les intérêts de la sécurité nationale et de l'ordre public, pour la prévention de l'ordre ou de la criminalité, pour la protection de la santé ou de la moralité, pour protéger les droits et libertés d'autrui. Sur le droit de réunion pacifique, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une riche jurisprudence dont il découle que le droit à la liberté de réunion pacifique est garanti à toute personne qui organise et participe à des manifestations pacifiques, mais la notion de réunion pacifique ne peut inclure manifestations dans lesquelles les intentions des organisateurs ou des participants ont entraîné une violation de l'ordre public et de la paix. De ce qui précède découlent certaines obligations qui sont fixées par la Constitution et la Convention européenne négative, en ce sens que l'État ne doit pas s'immiscer dans le maintien de réunions pacifiques, à condition qu'elles soient vraiment pacifiques, mais dans certaines circonstances également positives. Par exemple, l'État doit veiller à ce que les participants à une réunion pacifique puissent tenir leur réunion sans crainte de violence physique de la part de ceux qui pourraient s'opposer à leur opinion. Cependant, le droit de réunion ne doit pas être compris comme un droit illimité, à savoir sur la base de l'hypothèse de base que la réunion est pacifique. La loi peut exiger une déclaration préalable de l'intention d'organiser un rassemblement public à la police. Cependant, cela ne signifie pas que la police doit délivrer un permis pour organiser un rassemblement, mais qu'elle peut interdire l'entretien. En cas d'inactivité de la police, le rassemblement est libre de se tenir. De plus, tous ces rassemblements ne doivent pas être déclarés. Voir article 7 de la loi Croate. Dans le cas où les autorités de police interdisent le rassemblement à l'avance avec une décision motivée, il doit exister un moyen régulier de protection juridique, y compris judiciaire, à terme constitutionnel. En outre, il est possible de prescrire d'autres restrictions, telles que la prescription des lieux où les rassemblements publics ne peuvent avoir lieu. L'article 39 de la Constitution dispose: toute incitation ou incitation à la guerre ou à l'usage de la violence, à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à toute forme d'intolérance est interdite et punie. La Cour constitutionnelle souligne que le législateur doit respecter 3 principes qui découlent des valeurs constitutionnelles fondamentales: présomption positive en faveur de la tenue de rassemblements publics, une obligation de l'État de protéger le droit à la liberté de réunion et le principe de proportionnalité dans les restrictions au droit à la liberté de réunion. Bien entendu, ce ne plaide pas en faveur de l'incapacité de l'État à interdire ou à astreindre le droit de manifester public. L'équilibre des intérêts conflictuels dans les rassemblements publics peut poser des défis majeurs pour l'État, et l'État doit donc disposer d'un large pouvoir discrétionnaire dans le choix de mesures préventives et répressives pour protéger les rassemblements publics. En République de Croatie, les rassemblements publics sont réglementés avec la disposition constitutionnelle de l'article 42, la loi sur les rassemblements publics, qui a remplacé la précédente loi de 1992 du même nom. Cette loi distingue plusieurs types de rassemblements publics: rassemblements pacifiques et manifestations publiques, événements publics et autres rassemblements et autres formes de rassemblement. Dans le domaine des éventuelles restrictions au droit de réunion, notre loi sur les rassemblements publics suit fondamentalement les normes constitutionnelles et prescrit explicitement l'obligation de déterminer certains objectifs légitimes de la restriction, ainsi que l'application du principe de proportionnalité. La loi sur le rassemblement public prescrit ainsi que ce n'est que sur la base de cette loi que peuvent être prescrites des restrictions au droit de réunion qui sont nécessaires dans une société démocratique afin de protéger les libertés et les droits d'autrui, l'ordre juridique et la moralité publique et la santé.
Le quartier général a publié un total de 35 décisions déterminant les mesures épidémiologiques nécessaires pour limiter des divers rassemblements. Bien sûr, une bonne partie de ces décisions sont des décisions qui prolongent la validité de mesures, de sorte que le quartier général a essentiellement pris 11 décisions restreignant des diverses formes de rassemblement, avec de nombreuses modifications à ces décisions à mesure que les conditions épidémiologiques du pays changent. Le pouvoir de prendre cette décision découle de deux lois, la loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses et la loi sur le système de protection civile. À l'origine, les deux lois ne donnaient pas au quartier général le pouvoir de restreindre les droits des citoyens par ces décisions. On peut donc dire que le quartier général a travaillé en dehors de la loi. Ce n'est qu'après les modifications apportées aux deux lois qui ont réagi rétroactivement que le quartier général a obtenu des pouvoirs incontestables pour empiéter sur les droits des citoyens par ces décisions. En effet, les amendements à la loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses prévoient l'autorité du quartier général pour ordonner des mesures de sécurité par décision qui jusque-là relevaient de la compétence du seul ministre de la Santé. Il est à noter que les modifications apportées à cette loi sont entrées en vigueur le 18 avril 2020. Par conséquent, la disposition transitoire et finale de la loi portant modification de la loi sur les maladies infectieuses stipule que les éléments précédents adoptés du quartier général sont considérés comme des décisions prises en vertu de cette loi, c'est-à-dire que son application rétroactive est prescrite. En outre, la loi portant modification de la loi sur le système de protection civile a été adoptée plus tôt, ce qui a donné au quartier général peut prendre des décisions et des instructions mises en œuvre par le quartier général de la protection civile des autorités locales et régionales unités autonomes. Il est clair qu'une telle division d'autorité n'est pas précise et nécessite une élaboration plus poussée. Grâce à l'interaction conjointe de ces deux lois, le quartier général est devenu un organe extrêmement puissant doté de pouvoirs puissants lors d'une épidémie ou d'événements ou de conditions imprévisibles et impossibles d'être influencés qui met en danger la vie et la santé des citoyens, des biens de plus grande valeur, altère l'environnement, etc. Ces points ont été maintes fois réexaminés devant la Cour constitutionnelle, ainsi que la constitutionnalité des mesures qu'il a prescrites, à l'exception de la mesure d'interdiction de travailler le dimanche, à savoir dans la décision du 14 septembre 2020. Point 31.4, 31.5 des motifs de cette décision, la Cour constitutionnelle a constaté que l'article 22 bis de la loi sur la protection civile avec l'article 3 alinéa 2 et 3 et l'article 47 de cette loi, c'est-à-dire l'article 10 des amendements à cette loi, a définit le cadre juridique sur lequel le quartier général est autorisé à faire des décisions, c'est-à-dire que le quartier général avait et a toujours le pouvoir légal d'adopter des mesures en vertu de l'article 47 de la loi relative à la protection de la population contre les maladies infectieuses. La première décision restreignant le droit de réunion publique a été prise le 19 mars 2020 et interdit toute tenue de réunion publique de plus de 5 personnes en un même lieu et l'obligation de distanciation sociale d'1 mètre à l'intérieur et 1 mètre à l'extérieur, y compris, ce qui a été une décision très controversée, la suspension des réunions religieuses. Il s'agissait essentiellement d'une décision qui, en plus d'interdire les réunions publiques, interdit un confinement strict avec une interdiction de nombreuses activités. La prochaine décision a été prise le 24 avril 2020 et a également interdit les réunions de plus de 5 personnes au même droit. Au fil du temps, le nombre de participants autorisés a évolué, également en fonction des conditions épidémiologiques, jusqu'à 40 par décision du 18 mai. Libéralisation totale par décision de 10 juillet 2020 jusqu'à 50 par décision de 25 octobre 2020, etc. Au moment de la libéralisation, les réunions publiques étaient autorisées quel que soit le nombre de participants, mais avec certaines restrictions et obligations des organisateurs. Ainsi, les organisateurs étaient obligés de soumettre des avis comme s'il s'agissait d'une réunion publique en vertu de la loi sur les réunions publiques, alors qu'en réalité, il s'agissait de réunions qui n'appartenaient à aucun des 3 groupes de réunions publiques et que tous les organisateurs étaient tenus des registres écrits de participants. Un accent particulier devait être mis sur les restrictions qui s'appliquaient spécifiquement aux événements publics en tant que forme de réunion publique dont l'allure est limitée en règle générale jusqu'à 22 ou jusqu'à 24 heures. Comme exemple particulier,
d'incohérence, il convient de signaler la modification de la décision sur les mesures épidémiologiques nécessaires du 9 novembre 2020 qui élevait l'interdiction des réunions publiques de plus de 50 personnes lorsque les réunions sont organisées pour marquer les fêtes nationales. Considérant que la mesure avait une durée de vie jusqu'à 30 novembre 2020 et que le seul jour férié de cette période était le 18 novembre, le jour de souvenir des victimes de Vukovar-Škabrnja, une autre politique est évidente dans cet assouplissement des restrictions. C'est d'autant plus vrai que déjà le 27 novembre, le régime de restriction des réunions publiques a été considérablement renforcé en interdisant les réunions publiques de plus de 25 personnes. Les réunions funéraires ont été encore plus restreintes et la décision suivante du 18 décembre a également suspendu les cérémonies de mariage et la tenue d'événements et de répétitions, y compris même des chorales d'église. En mars 2021, la possibilité de réunions publiques liées à des projections de cinéma, des expositions est partiellement libéralisée. La poursuite de la libéralisation est déterminée par la décision du 26 mai 2021 qui interdit les réunions publiques auxquelles participent plus de 100 personnes et la durée est jusqu'à 23 heures et en juin elle est étendue à 24 heures avec un élément de maintien des certificats de Covid sont délivrés pour la première fois lors de réunions publiques. Et dans les décisions suivantes, la libéralisation des réunions et des activités publiques dans le cadre des certifications Covid est encore élargie. La décision du 5 novembre 2021 introduit une nouveauté dans la séparation des réunions publiques en plein air et en intérieur qui permet jusqu'à 100 participants en plein air et jusqu'à 50 en intérieur. Par conséquent, lorsque nous regardons les empiétements sur le droit de réunion publique, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Premièrement, la Cour constitutionnelle a soutenu à maintes reprises la constitutionnalité et la légalité de toutes les décisions prises par le quartier général, y compris celles concernant la restriction des réunions publiques. Cependant, compte tenu des incohérences et des illogismes constatés de certaines décisions, il est clair que de tels phénomènes doivent être signalés et contestés pour ne pas se répéter. Deuxièmement, l'étendue de l'empiétement sur le droit de réunion publique et son précédent dans l'histoire moderne qui comprenait même deux domaines qui étaient considérés comme inviolables, le droit d'organiser des services religieux et les réunions funéraires. Comme fait problématique, je peux enfin signaler que la loi sur les réunions publiques, qui est une loi organique, autorise les restrictions aux réunions publiques prévues par cette loi et sur la base, entre autres, de la protection de la santé publique. Cependant, il ne permet pas restriction à ce droit par d'autres lois. Dès lors, la question de l'éventualité d'une interdiction pure et simple de réunions publiques par décision de l'administration centrale peut être soulevée sans au moins